We are interrupting programming this evening because an American Edison has died. Steve Jobs, the chairman of the board of Apple Computer Company, passed away a short time ago. The company says that he had been battling pancreatic cancer. Steve Jobs, concepteur révolutionnaire, créateur de produits emblématiques comme l'iPod, l'iPhone ou encore l'iPad, a révolutionné le monde de l'informatique et notre rapport aux nouvelles technologies. These are not three separate devices. This is one device. C'est presque un dieu de la conception de produits. Son instinct pour deviner les attentes du public lui permet de faire d'Apple l'entreprise la plus valorisée en bourse. Steve est au panthéon des géants de l'histoire industrielle. Il voulait changer le monde. Il voulait créer un monde meilleur. Mais le 5 octobre 2011, Steve Jobs meurt dans la force de l'âge. Quand Steve est mort, c'était comme un coup de poing dans le ventre. C'était bouleversant. C'était horrible. Au vu des informations médicales disponibles, il est évident que Steve Jobs est mort des suites de son cancer du pancréas. Pourtant, c'est un cancer que l'on est capable de traiter avec de grandes chances de rémission. Pourquoi un homme si puissant et talentueux, avec autant de ressources financières, a-t-il succombé à cette maladie ? Le célèbre médecin légiste Michael Hunter dirige le département de sciences médico-légales d'une grande ville américaine. Il a pratiqué plus de 4000 autopsies. J'ai ici le dossier médical de Steve Jobs. Je vais le confronter à des témoignages directs afin d'identifier l'ensemble des facteurs qui ont conduit à sa mort prématurée. « 16 octobre 2003, siège d'Apple à Cupertino, en Californie. 8 ans avant sa mort, Steve est le célèbre PDG d'Apple, une entreprise qu'il a fondée 27 ans plus tôt. Père de 4 enfants, il est marié avec sa femme Lauren depuis 12 ans. Aujourd'hui, Steve lance la nouvelle version d'iTunes, le magasin en ligne de musique. This is the second generation iTunes music store and jukebox on Mac and on Windows. Ça a été un immense succès. And it is free. Depuis 6 ans, Steve Jobs connaît succès sur succès. Tout ce qu'il touche se transforme en or. We want to sell 100 million songs by April 28, 2004. Sous l'égide de Steve, Apple a explosé. Thank you very much. Mais en coulisses, à l'abri des regards de ses collègues et de ses actionnaires, Steve se tord souvent de douleur. Les douleurs abdominales peuvent avoir de multiples causes, mais elles sont généralement dues à des problèmes gastriques et intestinaux, comme la constipation et l'indigestion. Si la douleur est très intense, il est nécessaire de consulter un médecin, car le problème peut être beaucoup plus grave que ces petits désagréments. Stephen Paul Jobs est né le 24 février 1955. Ses parents, John Jandali et Johann Schieble, se sont rencontrés à l'université. Quand Johann tombe enceinte, son père catholique lui interdit d'épouser Jandali, qui était musulman. Donc, elle fait adopter son fils. Steve est adopté par un couple de San Francisco, Paul et Clara Jobs. C'est une famille aimante, pourtant son adoption le hantera toute sa vie.
Quand il avait 5 ou 6 ans, une petite voisine lui a dit « Tu as été adopté, ça veut dire que tes vrais parents ne voulaient pas de toi. » Steve raconte qu'il est rentré chez lui en pleurant et que cet épisode l'a marqué à tout jamais. Très tôt, Steve montre une intelligence et une détermination sans faille. Il saute une classe et insiste pour changer d'école à l'âge de 12 ans. Il est rentré chez lui et a dit à ses parents qu'il ne retournerait pas à l'école, qu'il arrêtait. Pourtant, ses parents venaient d'un milieu modeste. Ils avaient fait beaucoup de sacrifices et avaient emménagé dans un quartier plus riche pour qu'il puisse aller dans une meilleure école. C'était un enfant très exigeant. En grandissant dans le berceau de l'industrie des nouvelles technologies, Steve s'intéresse très tôt à l'informatique. Il se lie d'amitié avec un petit génie de l'informatique, Steve Wozniak, alors qu'il est encore au collège. En 1976, il crée Apple Computer et travaille depuis le garage des parents de Steve. Apple, à l'époque, est à la pointe de cette industrie des nouvelles technologies. En 1977, il lance un ordinateur baptisé Apple II, un des tout premiers micro-ordinateurs produits en masse. C'est aussi le premier produit grand public de l'entreprise. L'entreprise fait partie des géants de l'informatique. À l'époque, l'immense succès d'Apple était totalement inattendu. Tout le monde s'est dit « Incroyable, c'est un succès !» Good evening. I'm Steve Jobs from Apple Computer. We're very glad to be here tonight. Au début des années 80, il en vendait des dizaines de milliers par mois. Apple II has become the world's most popular computer, and Apple has grown to a $300 million corporation, becoming the fastest growing company in American business history. Mais en 2003, quand Steve commence à éprouver les premières douleurs d'estomac durant le lancement d'iTunes, Apple est sur le point de devenir la société la plus valorisée en bourse. Fin octobre 2003, centre médical de l'université de Stanford en Californie, 8 ans avant sa mort. Steve Jobs évoque ses douleurs abdominales auprès des médecins qui soupçonnent des calculs rénaux. Ils ordonnent un scanner et les résultats sont accablants. Steve, qui avait toujours de la chance, venait d'apprendre la pire nouvelle du monde. Steve est atteint d'un cancer du pancréas. Le pancréas est un organe situé dans l'abdomen. Il produit des enzymes qui permettent de traiter les aliments une fois qu'ils ont quitté l'estomac. Il sécrète aussi des hormones comme l'insuline qui régule le taux de glucose dans le sang. En général, le cancer du pancréas est mortel. 95% des patients décèdent au cours des 12 mois qui suivent le diagnostic. Steve apprend qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre. Alors qu'il essaie d'accepter la terrible nouvelle, le corps médical découvre une particularité surprenante de sa tumeur. Il y a deux types de cancers pancréatiques. Soit les tumeurs sont présentes sur les glandes endocrines, soit sur les glandes exocrines. Dans plus de 95% des cas, le cancer attaque les glandes exocrines. Ce sont des tumeurs agressives et les chances de survie sont minces. Mais celui de Steve était une forme curable de cancer endocrinien qui attaque les cellules productrices d'hormones appelées ILO. C'est une forme de tumeur moins dangereuse. Par chance, c'était un des rares cancers qui pouvait être soigné par la chirurgie. Il suffisait de le retirer. La tumeur de Steve a été détectée suffisamment tôt pour que les médecins puissent la traiter. Pour un patient qui vient d'apprendre qu'il est atteint d'une tumeur, le pronostic vital était excellent. Mais Steve prend une surprenante décision. Il ne voulait pas que les médecins perturbent son corps. Il ne voulait pas être opéré. Il a d'abord voulu trouver des méthodes alternatives pour se soigner. Il ne voulait pas de chirurgie.
Steve essaie de suivre un régime vegan très strict. Il mangeait des plantes aromatiques fraîches et bio, et il buvait des jus de carottes et des jus de fruits. Il a expérimenté toutes sortes de régimes, il a consulté des voyants, il a tout fait, sauf ce que les médecins lui recommandaient de faire, c'est-à-dire se faire opérer. Les plantes bio et les jus de fruits lui ont probablement apporté les nutriments nécessaires et renforcé son système immunitaire. Ça l'a probablement rendu plus fort et plus résistant pour combattre la maladie. Dans ses notes, je vois aussi qu'il a essayé l'acupuncture. Selon les acupuncteurs, l'énergie de la vie coule dans des canaux du corps appelés des méridiens. En stimulant les nerfs sensoriels situés sous la peau et dans les muscles, l'acupuncture encourage le flot de cette énergie et renforce le bien-être et la santé. L'acupuncture permet de soulager des douleurs chroniques et aussi, chez les patients atteints de cancer, de traiter les effets secondaires de la chimiothérapie. Mais ce n'est pas un traitement efficace contre le cancer. Janvier 2004, Palo Alto en Californie. Le diagnostic a été fait il y a plus de 3 mois. La femme de Steve, Lauren, tente toujours de le persuader de se faire opérer. En vain. Je sais qu'il suivait un régime macrobiotique, qu'il a fait de la méditation et d'autres choses encore. Mais je ne comprends pas pourquoi il a refusé de se faire opérer. Plus on enlève la tumeur tôt, plus on a de chances de survie. Il avait parfois tort, mais il ne doutait jamais, convaincu que sa méthode était la bonne. Bien que Steve soit convaincu d'être capable de combattre le cancer grâce aux thérapies alternatives, les nouveaux examens, 9 mois plus tard, révèlent que la tumeur s'est développée de manière significative. S'il veut avoir la moindre chance de survivre, il doit se faire opérer immédiatement. 31 juillet 2004, centre médical de l'Université de Stanford en Californie. 7 ans avant sa mort, Steve Jobs finit par accepter qu'on l'opère pour retirer la tumeur sur son pancréas. Cette opération s'appelle l'opération de Whipple. Le principe est d'enlever le pancréas, une partie du petit intestin et de la vésicule biliaire. Elle n'est efficace que pour les formes neuro-endocriniennes de tumeurs pancréatiques. Il semblerait que l'opération a été couronnée de succès, mais au cours de l'intervention, les médecins découvrent 3 taches sur le foie. C'est très mauvais signe. Le cancer s'est propagé. Même s'il est très difficile de prédire l'évolution d'un cancer, on peut présumer que s'il avait décidé de se faire opérer dès le diagnostic, il aurait été possible d'endiguer la progression du cancer. Le cancer s'est étendu au reste du corps, donc Steve doit désormais subir une chimiothérapie pour combattre les cellules cancéreuses. Je veux comprendre ce qui l'a poussé à prendre la décision surprenante et potentiellement mortelle de repousser la chirurgie. Steve a la réputation d'être quelqu'un d'obsessionnel qui a besoin de tout contrôler. Il était connu pour appeler les gens à 7 heures du matin le dimanche pour parler du travail. Il voulait tout contrôler. L'adoption peut profondément affecter l'image que l'enfant a de lui-même. C'est le cas de Steve. Il avait l'impression que sa vision de la vie, sa manière d'envisager les choses et sa capacité à les contrôler primaient sur tout le reste. Le besoin de tout contrôler a commencé très tôt, juste après son adoption. Mais sa croyance parfois obtue dans les régimes et les traitements alternatifs est apparue au cours de l'adolescence en grandissant dans le San Francisco des années 60 et 70. Quand il était à la fac, il a lu beaucoup de livres sur les modes de vie alternatifs, le végétarisme, le véganisme.
Il est parti vivre dans une communauté située au beau milieu d'un verger de pommiers, où tout le monde suivait un régime fructivore assez farfelu. Alors, il s'y est essayé. Pendant un moment, son repas préféré, c'était une salade de carottes râpées avec des raisins et du jus de citron. Pour suivre un régime vegan, il faut supprimer tous les produits d'origine animale, la viande, les œufs et les laitages. Même s'il est difficile d'obtenir tous les nutriments nécessaires, ce n'est pas un régime dangereux en soi. À certains moments de sa vie, Steve a également suivi un régime uniquement à base de fruits. Parfois, il ne mangeait que des pommes et des carottes pendant plusieurs semaines d'affilée. Le corps ne reçoit pas alors les nutriments nécessaires quand on ne consomme qu'un groupe d'aliments. Les fruitariens présentent souvent plusieurs carences. Vitamine B12, vitamine D, iodine, oméga 3. Certains troubles peuvent apparaître, tels que l'anémie, la fatigue, la léthargie, l'ostéoporose et d'autres dysfonctionnements du système immunitaire. Un tel régime peut endommager les organes sur le long terme. L'intérêt de Steve pour les modes de vie alternatifs et sa recherche de l'éveil spirituel le conduisent en Inde. En 1974, il abandonne l'université et part pour l'Orient afin d'étudier l'hindouisme avec son camarade Dan Kotke. Nous sommes partis tous les deux au Kumbh Mela, le plus grand rassemblement religieux de la planète. Il avait lieu tous les 12 ans et ça tombait cette année-là. Ces 7 mois passés en Inde vont profondément marquer Steve. Je pense que sa pratique de l'hindouisme était une façon de s'élever spirituellement. Il a continué à faire de la méditation presque toute sa vie. L'exploration spirituelle, les régimes extrêmes, je commence à mieux comprendre pourquoi Steve a préféré suivre des thérapies alternatives plutôt que de suivre les conseils de ses médecins. J'ai découvert un indice intéressant. Je tiens entre les mains un document du FBI dans lequel Steve affirme qu'il prenait régulièrement du LSD dans les années 70. On étudie l'aura, les chakras, et il faut dire que les drogues hallucinogènes rendent tout cela bien plus intéressant. On a même fait des câlins aux arbres. Tout cela l'a profondément marqué. Il pensait que c'était bon pour son âme. Steve continue à prendre du LSD au cours des débuts d'Apple. Il aime tellement ça qu'il en parle aux candidats lors des entretiens d'embauche. Il aimait déstabiliser les gens. C'était une tactique. Un jour, il m'a dit que s'il avait dû donner un bon conseil à Bill Gates, ça aurait été d'arrêter de prendre des acides. Il aurait probablement été encore meilleur en affaires. Dans les écrits autobiographiques de Steve, je vois qu'il a arrêté de prendre du LSD quand il avait la vingtaine. Mais si je ne pense pas que cela ait pu engendrer des problèmes de santé sur le long terme, cet élément vient s'ajouter aux philosophies orientales et aux régimes radicaux. C'était un homme qui refusait l'ordre établi. Il montrait une sorte de défiance envers toutes les conventions, que ce soit dans le domaine de l'entreprise ou de la technologie. Et il avait l'impression d'être différent. Les gens aiment les rebelles, ceux qui arrivent à défier l'establishment et qui arrivent quand même à s'en sortir. Et c'était vraiment ça la grande réussite de Steve.
Au vu de ses propres déclarations et des différents reportages, il me semble clair que Steve se voyait comme un rebelle. C'est une des raisons de l'aura et du succès d'Apple. Mais il semble que cette détermination à toujours faire différemment l'a peut-être conduit à mettre sa vie en danger. Il était confiant dans ce raisonnement et il était convaincu d'en savoir plus que les autres. C'était vrai dans son monde, celui des nouvelles technologies. Alors pourquoi ça n'aurait pas été le cas dans le domaine de la santé ? Steve Jobs a ignoré l'avis des médecins. Il a attendu 9 mois pour se faire opérer de la tumeur qui continuait à se développer sur son pancréas. Mais je vois également que son attitude a continué après l'opération. Août 2004. Centre médical de l'Université de Stanford en Californie. 2 semaines après la chirurgie, Steve est encore en convalescence à l'hôpital. Le pancréas sécrète les enzymes qui permettent de digérer la nourriture et d'absorber les nutriments. Comme il a subi l'ablation d'une partie de son pancréas, Steve a plus de mal à absorber les nutriments dont il a besoin. Les médecins lui ont conseillé de consommer des protéines animales comme de la viande, du poisson et des laitages. Comme il était vegan depuis ses 20 ans, cette recommandation a dû être difficile à suivre. Juin 2005, Université de Stanford en Californie. 1 an après l'opération, Steve prononce le discours de remise des diplômes. Il souhaite à la fois dénoncer les médias trop intrusifs dans sa vie privée et apaiser les inquiétudes des actionnaires d'Apple en se montrant optimiste sur l'évolution de sa maladie. About a year ago, I was diagnosed with cancer. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Steve donne l'impression qu'il a le contrôle sur sa maladie, mais les rapports médicaux de l'époque montrent exactement l'inverse. À cette époque, Steve explore toutes les approches possibles pour combattre le cancer, des plus conventionnelles aux plus expérimentales. Il fait notamment partie d'un petit groupe de 20 patients qui expérimentent une nouvelle forme de technologie médicale. Grâce à cette technique innovante, l'ADN de Steve et celui de la tumeur ont été comparés afin de permettre au corps médical de choisir la thérapie la plus efficace. Cette méthode a d'ailleurs fonctionné pendant quelque temps. 9 janvier 2007, centre Moscone à San Francisco en Californie. Steve a repris des forces. Il s'apprête à lancer le produit le plus important de toute sa carrière. Today, Apple is going to reinvent the phone. L'iPhone. iPhone is like having your life in your pocket. It's the ultimate digital device. C'est l'iPhone qui a fait d'Apple la société la plus valorisée en bourse au monde. L'iPhone est un succès mondial. Mais pour une partie du public, le plus surprenant ce jour-là n'est pas le produit vedette. Il avait perdu beaucoup de poids. Encore une fois, Steve ignore l'avis de ses docteurs. Bien souvent, les patients du cancer perdent du poids. Mais Steve a refusé de suivre le régime conseillé, riche en protéines et en lipides. Il a préféré continuer à manger des fruits et des légumes. Comme une partie de son pancréas a été retirée, son corps a plus de mal à absorber les nutriments dont il a besoin. Steve ne nourrissait pas assez son corps. Après l'opération, il a suivi le traitement conventionnel. Mais il a refusé de suivre le régime recommandé, qui était riche en protéines, et se composait de plusieurs ingrédients. Il m'a dit, j'ai essayé de manger de la viande. Je n'y arrive pas. La flore intestinale s'adapte au régime que l'on suit. Donc, ça n'a pas dû être facile pour Steve de manger de la viande. Il a dû se sentir ballonné et nauséeux. Mais ces symptômes s'estompent rapidement. C'était très dur pour lui. Il avait du mal à se défaire des habitudes alimentaires particulières qu'il avait développées depuis des années. Juin 2008, Palo Alto en Californie. Steve a perdu près de 20 kilos alors qu'il a besoin de reprendre des forces pour combattre la maladie. Lors du lancement de l'iPhone 3G, son visage amaigri sidère le public.
Je me souviens qu'il avait l'air vraiment très affaibli. Il est devenu très émacié. Et c'est de là que sont parties les rumeurs. Les gens s'inquiétaient parce qu'il avait mauvaise mine. Il racontait que c'était un problème hormonal. Il est maintenant évident que Steve est très malade. Et les investisseurs commencent à paniquer. L'action Apple chute de près de 50%. Il aurait tout essayé à ce stade. Fin 2008, Steve s'envole pour la Suisse afin de suivre un traitement expérimental. En janvier 2009, il annonce enfin qu'il prend un congé maladie. Steve Jobs a subi une procédure expérimentale appelée thérapie radionucléide par récepteur de peptides à l'université de Bâle, en Suisse. Les chercheurs suisses ont développé un procédé révolutionnaire. Ils fixent des isotopes radioactifs dans un médicament qui cible uniquement les cellules cancéreuses. Ce traitement onéreux et donc réservé aux plus aisés produisait de bons résultats. Dans un tiers des cas, la tumeur réduisait de manière significative. Janvier 2009, centre médical de l'université de Stanford en Californie. 2 ans et demi avant sa mort, Steve fait de nouvelles analyses qui révèlent que le traitement n'a pas eu les résultats espérés. Des métastases apparaissent sur le foie. Il est désormais très faible. L'enquête médicale montre qu'en 2009, sa perte de poids extrême était due à sa maladie. Son cancer s'est propagé jusqu'au foie et les métastases sont si importantes qu'il n'a plus que quelques mois à vivre. Comme son foie est atteint, il sécrète beaucoup de glucagon, ce qui l'empêche de prendre du poids. C'est un processus douloureux et son état de santé s'est rapidement détérioré. Ses médecins lui annoncent que pour survivre, il doit subir rapidement une transplantation du foie. Mais c'est une opération longue et risquée. Son corps est affaibli par le développement du cancer et il est possible que l'opération lui soit fatale. Mais c'est un risque que Steve est prêt à encourir. Il lui reste maintenant à attendre un donneur compatible. Même pour l'un des hommes les plus riches des États-Unis, trouver un donneur n'est pas chose facile. La course contre la montre a commencé. So what we're looking for is a liver transplant. Yeah, I appreciate that. I'm just working my way through all the options. Certains hôpitaux ne voulaient même pas lui fournir de greffon parce que le cancer était trop avancé. Is there anything you can do? Okay. No, I've tried there. Autre problème, la liste d'attente en Californie est trop longue et son état de santé continue de se détériorer. If we can get on that list too, that would be really wonderful. Thank you. I really, really appreciate it. Lorraine parvient à l'inscrire sur une liste d'attente au Tennessee. 21 mars 2009 à Palo Alto, en Californie. De l'avis des médecins, il n'a plus que quelques semaines à vivre. L'appel tant attendu arrive enfin. Un donneur a été trouvé. Steve s'envole pour la transplantation à Memphis. L'opération dure près de 10 heures. Toute sa famille est présente et attend en priant. Bien qu'il soit très faible, Steve survit à l'opération. Mais il n'est pas sorti d'affaire pour autant. Les 3 mois qui suivent une transplantation sont critiques, car il y a de grandes chances que le corps rejette le nouvel organe. Pour éviter le rejet, Steve doit prendre un médicament appelé immunosuppresseur, qui empêche le corps de s'attaquer au nouvel organe. Mais ces drogues augmentent le risque d'infection, et s'il reste une tumeur résiduelle, le cancer se développe. Mai 2009, siège d'Apple à Cupertino, en Californie. Bien que Steve soit encore en convalescence suite à l'opération, il surprend les autres membres du conseil d'administration en assistant à une réunion quelques jours seulement après sa sortie d'hôpital.
Dès qu'il en était capable, il revenait travailler parce que c'était vraiment ce qu'il aimait. Sa vraie passion dans la vie, c'était son travail chez Apple. Le prix de l'action Apple double et retrouve presque la valeur qu'elle avait avant l'annonce de la maladie de Steve. Il était si important au sein de sa propre société que la moindre rumeur sur son état de santé pouvait faire plonger le cours de l'action. Imaginez quel sentiment d'importance et de supériorité cela a pu lui donner. Steve a survécu à l'opération et son corps n'a pas rejeté le nouveau foie. Mais au cours de l'intervention, l'équipe médicale a remarqué que la tumeur s'était étendue au péritoine. C'est la membrane qui recouvre la cavité abdominale. Steve était encore très malade. Le fait qu'il retourne travailler si vite est surprenant. 27 janvier 2010, siège d'Apple à Cupertino, en Californie. 18 mois avant sa mort. Steve fait encore rêver le monde avec sa toute dernière innovation, l'iPad. En seulement 9 mois, il s'en vendra 15 millions. À ce moment-là, il était mourant, mais il a quand même fait en sorte que tout cela se produise. Steve sait que ses jours sont comptés. Il souhaite simplement prolonger sa vie au maximum pour son travail et sa famille. Il est heureux de pouvoir assister à la cérémonie de fin d'études secondaires de son fils. C'était très important pour lui d'être présent lors de la remise des diplômes. C'était le plus beau jour de sa vie. Il était heureux d'être là, pour faire la fête aux côtés de son fils dont il était très proche. Steve a franchi une étape importante, mais à la fin de l'année, il est évident qu'il est désormais en phase terminale. Quand il est tombé malade, manger était compliqué pour lui, et les repas sont devenus un problème, pour lui, pour sa femme et pour sa famille. Darling, will you eat something, please? Dad, you want to go to bed? À Noël, Steve ne pèse plus que 52 kilos, 25 de moins que son poids normal. Il est incapable de partager le repas de ses proches et se nourrit par intraveineuse. « 17 janvier 2011, 9 mois avant sa mort, Steve décide une nouvelle fois d'arrêter de travailler pour raisons médicales. En juillet 2011, le cancer s'est attaqué à d'autres organes, ainsi qu'aux os. C'est très douloureux. Il a dû prendre des analgésiques à haute dose. À mesure que la maladie progressait, ses amis sont venus lui rendre visite pour lui rendre un dernier hommage. Ça a dû être dur émotionnellement. Steve est sujet à des sautes d'humeur, oscillant entre accès de colère et moments de dépression. We have learned this evening that Steve Jobs, the visionary CEO of Apple, has resigned. Jobs has been fighting pancreatic cancer since... Août 2011, 2 mois avant sa mort, Steve Jobs confie les rênes d'Apple à Tim Cook. In his resignation letter, he wrote, I have always said if there ever came a day when I could no longer meet my duties and expectations as Apple's CEO, I would be the first to let you know. 5 octobre, le jour de sa mort. Steve appelle sa sœur Mona Simpson à Washington et lui demande de venir au plus vite. Mona Simpson raconte comment la famille s'est réunie autour de lui. Sa sœur Patty, avec laquelle il avait grandi, ses enfants et tous les autres membres de sa famille. Pendant un moment, Lauren parvient à le réveiller quand des visiteurs viennent le voir. Mais à 14 heures, il ne peut plus sortir de son sommeil. Ses organes sont en train de lâcher. Son corps cesse de fonctionner et il sombre dans l'inconscience.
Ce sont les signes que la fin est proche. Mona et Lorraine restent à ses côtés toute la nuit, l'écoutant respirer péniblement. Craignant que chaque inspiration soit la dernière. Parfois, Steve s'arrête de respirer pendant quelques secondes. Il s'agit de ce qu'on appelle la respiration de Cheyne-Stokes. C'est un rythme respiratoire anormal qui est également annonciateur de la mort imminente. « 5 octobre, 15 h. Steve ouvre les yeux pour la dernière fois. Mona raconte ses dernières minutes de conscience. Il regardait dans la pièce, il regardait sa femme et ses enfants un à un. Puis il a regardé dans le vide et il a dit « Oh wow, oh wow, oh wow ». We are interrupting programming this evening because an American Edison has died. L'annonce de la mort de Steve choque le monde entier. J'étais bouleversée. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Les gens avaient le cœur brisé parce qu'il n'avait pas seulement créé des produits. Il avait créé des produits qui avaient changé le monde d'une manière ou d'une autre. J'ai déjà établi que l'acharnement de Steve à ignorer l'avis des médecins n'a fait que retarder le moment où son cancer a été traité de manière appropriée. C'est ce retard qui lui a coûté la vie. Le docteur Hunter a également découvert quelque chose dans la vie de Steve qui expliquerait pourquoi cet homme si bien portant et soucieux de sa santé a pu développer un cancer potentiellement mortel. En 2010, un article a été publié sur les effets du fructose, le sucre naturellement présent dans les fruits, et en particulier son rôle dans le cancer du pancréas. Les chercheurs de l'Université de Californie ont découvert que les cellules du pancréas se servaient du fructose pour accélérer le processus de multiplication cellulaire. Ceci provoque un développement du cancer plus important et plus rapide. Un régime riche en fructose peut donc provoquer le cancer du pancréas et accélérer sa propagation. C'est une révélation capitale dans l'enquête autour de la mort de Steve Jobs. 2 ans après sa mort, la preuve de l'impact d'un régime fruitarien sur la santé a été donnée par l'acteur Ashton Kutcher, alors qu'il se préparait à endosser le rôle de Steve Jobs dans un biopic. Pour s'immerger dans le personnage, Kutcher a adopté son régime fruitarien, et les conséquences ont été dramatiques. Conduit aux urgences pour des douleurs abdominales, il apprend des médecins que son pancréas est dangereusement gonflé. My pancreas levels were completely out of whack, which was really terrifying. Ashton Kutcher souffrait de ce qu'on appelle une pancréatite. C'est extrêmement douloureux et quand elle dure, les crises peuvent entraîner une augmentation de risque de cancer du pancréas. Même quand la tumeur a été découverte, Steve a refusé de suivre le régime recommandé, préférant ne pas changer ses habitudes alimentaires. Cet homme avait tellement confiance en lui et il était tellement persuadé d'avoir un contrôle absolu sur le monde qui l'entourait qu'il a refusé de changer son régime alimentaire contre l'avis des docteurs. Est-ce qu'à cause du régime radical de Steve, exclusivement à base de fruits, les cellules cancéreuses de son pancréas ont proliféré et se sont répandues dans son corps? En me penchant de plus près sur son régime, je pense que ce n'est pas le cas.
L'étude publiée sur les effets du fructose se concentre sur le cancer pancréatique exocrinien plus commun et non sur le cancer neuro-endocrinien plus rare dont souffrait Steve. Même si les deux cancers affectent le même organe, ce sont deux types de tumeurs qui agissent de manière très différente. Donc, il est impossible de relier le régime de Steve Jobs à son cancer. Quant au cas Ashton Kutcher, les détails sur son problème médical sont maigres. Il est possible qu'après des années à suivre un régime normal, le passage à un régime fruitarien riche en sucre a soumis ses organes à rude épreuve, en particulier son pancréas, qui a pour fonction de réguler la glycémie dans le corps. Malheureusement, le cancer est imprévisible. On ne peut pas prévoir quand et où il frappera, ni comment il se développera. En revanche, je maintiens que si Steve n'avait pas retardé son traitement, ses chances de vaincre le cancer auraient été bien meilleures. C'est un homme qui a toujours fait les choses à sa manière, précisément parce qu'il ne faisait confiance à personne d'autre. Le plus ironique dans la vie de Steve Jobs, c'est que son entêtement, sa persévérance et son inébranlable foi dans sa méthode lui auront permis de changer le monde avec ses inventions, mais auront aussi provoqué sa mort prématurée. Steve était une somme de contradictions difficiles à concilier. Mais son génie était évident. Il a concentré la puissance des microprocesseurs sur nos genoux, sur nos bureaux et entre nos mains. Apple est une grande réussite industrielle du XXe et du XXIe siècle. Il voulait à tout prix changer le monde. Et en effet, il a changé le monde. Thank you very much.